Hmm. Le crime et la violence font partie de l'ordre ancien de la forêt. Personne ne peut dire si cela est juste ou non. Un jour, un animal ordinaire a trouvé un pouvoir que nul n'était censé posséder. Il aurait pu sceller une entente et le garder, mais il a choisi de courir, blessé, jusqu'à la montagne sacrée. Voici l'histoire du ratel et du choix qu'il a placé au-dessus des grands prédateurs. Dans les temps anciens, lorsque la grande forêt n'avait pas encore appris à se méfier de ses propres enfants, deux renards vivaient ensemble dans une tanière creusée au flanc d'une colline douce, là où la terre était encore grasse et accueillante, là où les racines s'entremêlaient comme des doigts anciens se souvenant d'alliances oubliées. Le renard aîné était reconnu pour son intelligence vive et son autorité naturelle, et beaucoup dans la forêt le craignaient autant qu'ils le respectaient, car il avançait avec la certitude de celui qui sait imposer sa volonté. Le renard cadet, lui, portait encore la fraîcheur de l'aube dans ses gestes et dans son regard, et il croyait que la force véritable résidait dans l'harmonie plus que dans la domination. Tant que les deux frères vivaient ensemble, la forêt autour de leur tanière connaissait un équilibre apparent, car l'un tempérait parfois l'autre et l'autre protégeait ce que le premier ne voyait pas. Autour de leur demeure s'élevaient deux arbres généreux, un noisetier aux branches patientes qui offrait ses fruits sans compter, et un fromager immense dont les fruits nourrissaient autant les corps que les esprits, car on disait que sous son ombre les pensées devenaient plus lentes et plus profondes. La forêt, à cet endroit, était douce, abondante, et beaucoup d'animaux la regardaient de loin avec envie, car il n'est pas rare que les terres les plus généreuses attirent à la fois la gratitude et la convoitise. C'est ainsi qu'un jour, le lapin, en quête d'un endroit où il faisait bon vivre, décida de demander au renard s'il pouvait construire sa tanière à l'ombre du fromager géant et vivre à côté de leur concession. Il voulait trouver un endroit calme pour sa famille, un endroit où la faim serait moins présente, car il savait que les renards n'oseraient pas lui faire de mal. À ces temps reculés, les renards ne se nourrissaient que de poissons et partaient régulièrement à la pêche. Le lapin n'était pas ignorant des lois non écrites de la forêt, celles qui disent que toute terre habitée appartient d'abord à ceux qui y vivent déjà, non par droit mais par présence, et c'est pourquoi il s'approcha avec précaution, portant dans son cœur plus d'humilité que d'audace. Le grand renard, lorsqu'il vit le lapin s'approcher, sentit immédiatement se réveiller en lui ce réflexe ancien qui pousse les dominants à refuser avant même d'écouter, car il croyait que céder un espace, même infime, revenait à perdre une part de soi. Le refus fut immédiat, tranchant comme une morsure, nourri par cette certitude qu'il avait toujours cultivée, celle que la forêt ne devait être partagée. « Non, il n'en est pas question. Cet endroit nous appartient, et il n'est à personne d'autre. » Refusa-t-il catégoriquement. Le jeune renard, en revanche, vit les choses autrement. Il vit la manière respectueuse dont le lapin s'était approché, la patience de son attente, la discrétion de sa présence. C'est par l'insistance silencieuse de ce jeune renard que le grand renard finit par accepter que le lapin et sa famille s'installent non loin de la tanière, profitant eux aussi des fruits du noisetier et de l'ombre du fromager. Mais il faut comprendre, enfant de la parole, que certaines acceptations ne sont que des portes entr'ouvertes sur des intentions et des désirs plus complexes. Depuis longtemps déjà, le grand renard portait en lui une rancune ancienne contre le lièvre, un animal vif et rapide, ancien ami du lapin, avec lequel il avait partagé autrefois un territoire et une rivalité dont la forêt avait perdu le souvenir, mais dont le renard avait conservé chaque détail, comme on conserve une braise sous la cendre. Ce vieux litige n'était plus nourri par un besoin réel, mais par un orgueil blessé.
Le grand renard savait que le lapin et le lièvre étaient liés par une amitié solide, et il était convaincu que si le lapin s'installait près de sa tanière, le lièvre finirait par venir lui rendre visite, car les amitiés sincères traversent les distances comme l'eau traverse le sol. Ainsi, derrière l'apparente générosité de son accord, le grand renard cachait un dessein patient, celui d'attendre, de surveiller et de frapper lorsque l'occasion se présenterait, convaincu que la forêt elle-même l'aiderait à effacer les traces de son acte. Le temps passa, comme il passe toujours, sans se presser, laissant croire aux imprudents que les choses demeurent telles qu'elles sont. Le lapin s'installa avec sa famille, les petits jouèrent sous le fromager, les fruits furent partagés, et la forêt semblait accepter cette nouvelle harmonie. Un jour, le lièvre vint effectivement rendre visite à son ami le lapin, mais il n'était pas aussi insouciant que le grand renard l'avait espéré, car le lièvre connaissait la réputation des frères renards et savait que la prudence est souvent la première forme de sagesse. Il décida donc de ne pas venir seul et insista à être accompagné par le ratel. Le ratel n'était pas animé par la méfiance ou la peur, mais par la simple fidélité à un ami qui lui avait demandé de l'accompagner, car il ignorait tout du litige ancien qui opposait le lièvre au grand renard. Lorsque le grand renard vit le lièvre accompagné du ratel, il sentit sa colère se mêler à une frustration profonde, car l'occasion qu'il avait patiemment attendue venait de lui échapper, protégé par une présence qu'il ne pouvait défier sans risquer de révéler sa véritable intention. La forêt continua donc son cours, et en apparence rien ne changea, mais dans le cœur du grand renard, quelque chose s'était fissuré. Il ne supportait pas l'échec, encore moins lorsqu'il était le fruit de la prudence d'un autre, et cette frustration se transforma peu à peu en une colère froide, silencieuse, qui cherchait désormais une autre cible. Ne pouvant attendre indéfiniment l'heure de sa vengeance, il tourna sa frustration vers le lapin, celui par qui tout avait commencé, celui dont la présence avait permis à l'ami de se montrer sous protection. Il se disait: Si je ne peux pas atteindre le lièvre physiquement, alors il faudrait le poignarder au cœur. Il faut détruire quelque chose qu'il aime. Mais le grand renard ne voulait pas seulement ôter la vie. Il voulait que son acte reste invisible, qu'aucune accusation ne puisse jamais être portée contre lui, car il savait que dans la forêt, la violence visible entraîne souvent la coalition des faibles contre le fort. Il élabora donc un plan lent et calculé, qui commença par l'éloignement de son jeune frère, celui dont la conscience claire aurait pu troubler ses intentions. Un jour, il l'emmena loin de la tanière pour une partie de pêche à la grande rivière, prétextant la rareté des poissons près de leur habitat, et une fois suffisamment éloigné, il utilisa la ruse pour fausser compagnie à son frère, feignant un oubli banal, afin de le laisser seul dans un territoire qu'il connaissait mal. Libéré de cette présence encombrante, le grand renard retourna seul vers la tanière, se fondant dans les herbes hautes comme une ombre que même la lumière hésite à révéler. Lorsqu'il aperçut le lapin, il réalisa que la situation n'était pas celle qu'il avait imaginée, car la petite famille était réunie, les petits proches de leurs parents, inconscients du danger qui avançait lentement vers eux. Le grand renard observa longuement, car même dans les cœurs les plus sombres, il existe parfois un instant où le choix peut encore être infléchi. Puis il frappa. Ce jour-là, le grand renard ne chercha pas à isoler le lapin, ni à différer son acte, car la colère avait effacé toute nuance. Pour ne pas laisser de témoins gênants et effacer ses traces, il massacra également toute la famille du lapin, dans un silence si profond que même les arbres semblèrent retenir leur souffle. Lorsque tout fut terminé, la forêt reprit son chant comme si rien ne s'était produit, car la forêt, si elle voit tout, ne révèle pas toujours immédiatement ce qu'elle a vu.
aucun animal n'assista directement à la scène, aucun cri ne traversa les clairières, et le grand renard repartit sans être inquiété, convaincu que son crime resterait enfoui sous les feuilles mortes du temps. Pourtant, perché sur une branche lointaine, immobile comme une pensée ancienne, le faucon avait tout observé. Il n'avait ni crié ni agi, car le faucon est l'œil de la forêt, pas sa langue, et il savait que certaines vérités doivent d'abord peser avant de tomber. En plus, il se souvenait que le grand renard l'avait sauvé la vie une fois, lorsque par manque de prudence, il avait été capturé par un jeune guépard affamé. Lorsque la disparition du lapin et de toute sa lignée fut constatée, une grande tristesse se répandit dans la forêt, car le lapin n'était pas un animal bruyant, mais il était aimé pour sa discrétion et pour la douceur avec laquelle il occupait l'espace. Personne ne sut dire ce qui s'était réellement passé, les hypothèses se multiplièrent, les peurs aussi, et même le grand renard participa à la consternation générale, laissant couler des larmes brûlantes. Oh, quel désastre! Qui a pu avoir le courage de commettre cet acte odieux et cruel? Oh, quel monstre a pu faire pareille chose? Pleura-t-il chaudement. Mais la forêt accepta, comme elle l'a souvent fait, l'idée que la violence fait partie de son ordre ancien. Mais la question demeurait suspendue, lourde et silencieuse, car si la forêt peut tolérer la mort, elle n'oublie jamais l'intention qui l'a provoquée. Et tant que le faucon gardait sa bouche fermée, le crime du grand renard restait enseveli. Depuis la disparition du lapin et de toute sa lignée, plusieurs lunes s'étaient levées et couchées sur la grande forêt. Et comme toujours, la vie avait repris son cours, non parce que la douleur avait disparu, mais parce que le monde vivant avance, même lorsqu'il porte des cicatrices ouvertes. À des centaines de lieues de la tanière des renards, près de la montagne sacrée, que même les vents abordaient avec respect, le lièvre vivait replié sur lui-même, marqué par une tristesse profonde. Il traversait un grand deuil. La perte du lapin, son ami fidèle et de toute sa famille, avait laissé en lui un vide que ni la course ni le silence ne parvenaient à combler. Le lièvre ne parlait que rarement, et lorsqu'il le faisait, sa voix semblait porter le poids de ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, car il ne pouvait concevoir qu'une douceur aussi discrète que celle du lapin ait pu disparaître sans laisser de traces visibles. Son seul réconfort venait du ratel, qui, malgré son tempérament libre et son goût pour l'errance, revenait régulièrement prendre de ses nouvelles. Le ratel vivait près de la grande cascade, et il aimait se promener loin de son territoire, non par fuite, mais par curiosité, car il croyait que connaître le monde était une forme de résistance contre la peur. Un jour, alors qu'il s'était aventuré loin de la cascade, suivant des sentiers peu fréquentés, il croisa le chemin des deux frères renards, qui se trouvaient dans les environs pour une partie de pêche aux petits crustacés, comme ils le faisaient parfois lorsque la faim se faisait plus pressante. Les salutations furent échangées selon les usages anciens, sans chaleur excessive ni méfiance apparente, car dans la forêt, les rencontres répétées finissent souvent par créer une illusion de familiarité. Les trois animaux décidèrent de faire une petite promenade ensemble. Le ratel n'y voyait rien de plus qu'une promenade partagée et qui se souvenait avoir déjà croisé ses renards lorsqu'il avait accompagné le lièvre chez le lapin aujourd'hui disparu. Cette mémoire, bien que teintée de tristesse, n'éveillait en lui aucun soupçon immédiat, car le ratel ignorait encore la profondeur des ténèbres que certains cœurs peuvent dissimuler derrière des apparences familières.
En contournant la montagne sacrée, là où le sol devient plus dur et où les herbes poussent plus rares, leurs pas furent arrêtés par une lueur inhabituelle, faible mais persistante, presque enfouie sous les herbes sèches. À terre reposait une petite plume lumineuse, à peine visible pour qui n'aurait pas prêté attention aux signes discrets du monde. Les trois animaux s'immobilisèrent, et dans ce silence soudain, chacun comprit immédiatement ce que cela signifiait, car il n'existait dans toute la forêt qu'un seul être dont le plumage ou la peau pouvait produire une telle lumière. Cette écaille provenait de Ngoma, le phénix mythique, esprit protecteur de la forêt, gardien des équilibres anciens, celui dont le nom était prononcé avec crainte et respect et que même les plus vieux arbres semblaient reconnaître. Tous savaient que jamais, dans la mémoire des vivants, une plume ou une écaille de Ngoma n'avait été trouvée, sans que le monde ne soit profondément bouleversé, car l'esprit veillait avec une rigueur absolue à ce qu'aucune parcelle de lui-même ne se perde. Certains anciens racontaient, à voix basse, qu'une seule de ces reliques pouvait conférer l'immortalité à celui qui la possédait. Mais ces récits étaient toujours accompagnés d'avertissements, car ce qui promet l'éternité exige souvent un prix que peu sont capables d'imaginer. Face à cette découverte, une tension immédiate s'installa, non pas de mots prononcés, mais par la manière dont les corps se figèrent et dont les regards se croisèrent, car chacun portait en lui une vision différente de ce que cette écaille représentait. Le grand renard, fidèle à sa nature dominatrice, vit dans cette relique une opportunité unique, une chance de s'élever au-dessus des lois communes de la forêt et d'acquérir une puissance qui le placerait hors d'atteinte de toute menace, lui et sa lignée. Pour lui, ce qui se trouve sans maître visible appartient à celui qui ose le prendre, et il ne voyait dans les récits sacrés que des obstacles inventés pour contenir les plus audacieux. Le ratel, au contraire, ressentit un malaise profond, car il savait que certaines choses ne sont pas faites pour être possédées et que ce qui appartient aux esprits ne peut être détourné sans conséquence. Il dit à ses compagnons de marche: Les amis, je pense qu'on sait tous à qui appartient cette relique, et je pense qu'on devrait aller lui rendre. Dans son esprit, la seule voie juste consistait à rendre cette petite plume à son propriétaire légitime, le roi des esprits, afin de préserver l'ordre ancien qui, malgré ses imperfections, empêchait la forêt de sombrer dans le chaos. Le jeune renard, pris entre ces deux visions opposées, se sentit incapable de trancher, non par lâcheté, mais parce qu'il reconnaissait encore les limites de son expérience, mais choisit finalement le parti de son frère aîné. Il se dit que cette relique rare pourrait l'y propulser au sommet de tous les vivants de la grande forêt et même au-delà. Cette divergence profonde fit naître une tension lourde, presque palpable, et le calme apparent de la promenade se transforma en un moment suspendu où chaque pas pouvait faire basculer le destin. Le grand renard, sûr de sa force, sentit sa patience s'épuiser face à l'opposition du ratel, et, dans son esprit, une décision brutale se forma, alimentée par cette conviction ancienne que la violence est une réponse acceptable lorsque l'autorité est contestée. Attends, attends. Tu oserais vraiment nous défier même à deux contre toi seul? Penses-tu t'en sortir vivant de cet endroit? Ricana-t-il confiant. À cet instant, la forêt elle-même sembla se contracter, comme si elle pressentait que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Le ratel, face aux deux renards furax, ne reculait pas, non par provocation, mais parce que son esprit refusait d'accepter que l'équilibre fragile de la forêt soit compromis par l'avidité d'un seul. Cette opposition silencieuse devint insupportable pour les deux renards, qui décidèrent que le mieux serait d'user de la force s'ils voulaient rentrer à la maison avec cette relique précieuse. Alors,
Ils montrèrent l'écrou, non comme un avertissement, mais comme une promesse, et se jetèrent sur le ratel avec la brutalité de ceux qui n'attendent plus aucune justification à leurs actes. La bataille qui s'ensuivit fut rude, marquée de mouvements rapides et désordonnés, car le ratel, bien que moins imposant en apparence, possédait une endurance forgée par les épreuves. Les griffes lacérèrent, les corps roulèrent sur la terre dure, et la forêt observa sans intervenir, car même les lieux les plus anciens respectent parfois les affrontements qui révèlent la véritable nature des êtres. Le ratel fut blessé, son flanc entaillé, son souffle rendu plus court, mais il refusa de céder. Dans un élan, il parvint à se dégager, saisit la relique lumineuse et s'enfuit, laissant derrière lui les renards furieux. Le ratel courut longtemps, guidé par la douleur et par une urgence intérieure qui transcendait la fatigue, traversant des terrains escarpés, évitant les ravins et les buissons épineux, jusqu'à atteindre les abords de la grande montagne sacrée, ce lieu où la forêt se tait et où même les plus audacieux avancent avec retenue. Chaque pas l'éloignait de la menace immédiate, mais le rapprochait d'une vérité qu'il n'avait pas encore pleinement saisie. Lorsqu'il parvint enfin au sommet, épuisé et blessé, il découvrit une scène qui donna un sens nouveau à tout ce qu'il avait vécu, car près de l'autel naturel formé par la pierre ancienne se tenait le faucon, immobile et attentif, en présence de Jengoma, le roi des esprits, dont la présence emplissait l'espace d'une solennité écrasante. Le faucon, gardien des hauteurs, était là pour faire une demande précise. Il voulait que le roi des esprits lui donne le pouvoir d'être l'être le plus rapide des cieux, pour que sa vitesse lui donne un avantage considérable, de telle sorte que même ses potentiels ennemis ne le voient pas arriver lorsqu'il voudrait frapper. Le roi réfléchit et lui demanda « Que donnerais-tu pour un tel pouvoir ? Rien n'est gratuit ici-bas. » Le faucon répondit. Ah non. Alors le faucon révéla ce qu'il avait vu le jour où le lapin et toute sa famille avaient été massacrés, retraçant avec une précision implacable les gestes du grand renard et la solitude du crime commis dans l'ombre. Le ratel comprit alors, dans un instant de clarté douloureuse, que la violence qu'il venait de subir n'était que la continuité d'une noirceur plus ancienne, et que le grand renard portait en lui une faute bien plus grave que la simple convoitise d'une relique sacrée. Malgré sa blessure et son épuisement, il avança vers Ngoma et déposa la petite plume lumineuse à ses pieds, accomplissant ainsi ce qu'il considérait comme un devoir plus grand que sa propre sécurité. Il raconta ensuite ce qui s'était produit derrière la montagne sacrée, la découverte de la relique, la division entre les animaux, l'attaque soudaine des renards et sa fuite désespérée, exposant les faits sans chercher à embellir ni à atténuer leur gravité. Ngoma, esprit ancien et gardien des équilibres, écouta sans interrompre, car il connaissait déjà une partie de la vérité, mais il devait entendre la totalité pour que le jugement soit complet. Lorsque le récit fut achevé, une colère froide traversa la présence de l'esprit, non une colère explosive, mais une condamnation irrévocable, car ce qui avait été transgressé n'était pas seulement une règle, mais l'essence même de l'ordre qui maintenait la forêt debout. La malédiction qui s'abattit alors sur le grand renard ne fut pas annoncée par des éclats de tonnerre ou de flammes visibles, mais par une altération profonde de son esprit, car Ngoma savait que la folie est parfois une punition plus sévère que la mort. Le renard, saisi par cette force invisible, courut sans comprendre, guidé par une peur qu'il n'avait jamais connue, jusqu'à se précipiter dans la fosse située à la lisière du mont sacré, cet abîme que les anciens associaient au monde d'en bas, là où les âmes troublées errent sans jamais retrouver la paix. Ainsi disparut le grand renard, non comme un martyr, mais comme un avertissement silencieux, rappelant que certaines fautes entraînent une chute dont on ne revient pas.
Pour le ratel, Ngoma réserva un autre sort, non par générosité aveugle, mais parce que son acte avait réaffirmé un principe fondamental de la forêt, celui qui dit que le courage n'est pas dans la prise, mais dans le renoncement. Refusant l'immortalité que la relique aurait pu lui offrir, le ratel reçut un don différent, une force intérieure qui ferait de lui un être que nul ne pourrait effrayer, qu'aucun venin ne pourrait vaincre, et qui se tiendrait sans trembler face aux plus grands prédateurs. Ce don n'était pas une récompense personnelle, mais un message adressé à tous les habitants de la forêt, rappelant que la véritable puissance réside dans le respect de ce qui ne nous appartient pas, et que ce sont ces gestes, souvent discrets, qui rendent le monde plus sûr et plus juste pour tous ceux qui y vivent. Eh bien, vous vous demandez peut-être ce qui est alors arrivé au plus jeune de la fratrie des renards. En fait, pas grand-chose. Il a subi la douleur de la perte d'un être cher, vécu dans la solitude presque toute sa vie et porte encore la mémoire de ces événements douloureux. Peut-être à cause de son innocence et de manque de maturité, ou bien peut-être que la forêt elle-même l'a voulu ainsi pour qu'il transmette ce souvenir à travers les âges. Mais les descendants du renard portent encore aujourd'hui les traces de cette fourberie légendaire de leurs aïeux et sont devenus des prédateurs opportunistes rusés. Au final, que retenez-vous de tout ceci? Quelle conclusion en tirez-vous en voyant ces animaux dans leurs écosystèmes naturels aujourd'hui? Et qu'enseignent-ils par rapport à notre monde? Pensez à vous abonner et partager nos histoires si elles vous inspirent. Merci.